le système des habitations à Saint-Domingue, qui est l'endroit qui est l'espace possédé par la France au XVIIe et au XVIIIe siècle pour mettre au point le travail des esclaves venus de tout le continent africain. Le système de plantation en question est un système qui est centré essentiellement sur le sucrier, sur la canne à sucre et la production du sucre pour l'ensemble des pays de l'Europe. Mais d'abord à travers la France. Parce que Saint-Domingue se trouvait être la colonie la plus prospère au XVIIe et au XVIIIe siècle pour la France. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut imaginer qu'il y a eu entre 12 et 15 millions d'Africains déportés de tout le continent africain, essentiellement les Noirs d'Afrique, déportés depuis le XVIIe siècle et même un peu avant. Et pour comprendre le système des plantations, il faut lier ce système à ce crime inimaginable qui est la traite atlantique. Cette traite atlantique déverse les gens dans la Caraïbe, en particulier dans le cas qui nous préoccupe, dans le système des plantations à Saint-Domingue ou en Guadeloupe, et en Martinique ou en Guyane. Eh bien, ce système de plantation a pour but de permettre le développement et l'enrichissement des pays de l'Europe. Donc, il faut voir qu'il s'agit d'un phénomène mondial, de portée mondiale, et qui aura des conséquences considérables. D'abord, le système de plantation a eu un tournant déterminant vers 1698. Et ce n'était pas l'indigoterie, ni les autres denrées comme le coton et tout, mais essentiellement la canne. Et vers la fin du XVIIe siècle, les premières plantations de canne paraissent. Et la toute première dans l'histoire de cette denrée et de cette forme d'économie, c'est au quartier Morin à Duplat qu'on a eu le premier modèle de plantation sucrière, avec toute la structure qui s'impose. De cette date jusqu'au-delà de 1754, la canne prévaut. Mais ça n'exclut pas les autres denrées. Mais on peut avancer que la denrée la plus importante après la canne, en termes de prééminence, en termes de détermination sur les structures agraires dans le cadre de cette économie de plantation, c'est le café. Et le café était cultivé de manière industrielle par surtout les colons blancs et de manière artisanale et une sorte d'horticulture par les mulâtres. C'est la denrée des mulâtres. L'indigo jouera un rôle vers cette date aussi, mais n'aura pas autant d'importance que ces deux denrées antérieurement citées. Mais ce qu'on a constaté dans tous les chiffres de l'époque, à partir de 1740, on a constaté qu'il y a toujours eu plus d'indigo que les autres, plus d'indigoterie que les autres denrées. L'indigo, c'est une plante tinctoriale, comme le pastel, mais qui a longtemps survécu chez nous en Haïti. Et dans toutes les statistiques, on verra qu'il y avait beaucoup d'indigoterie, davantage que les sucreries, davantage que les caféières, et peu ou peu, ça change. Et par exemple, en 1776-1777, on comptait pour le Sud et plusieurs millions de livres d'indigo à être exportés. Et en 1713, le baron de Winnefeld admet qu'il y avait 1182 indigoteries en tout. Et pour tout, dont 817 dans l'ouest et le sud et l'ouest, comme pour le café, eh bien, étaient enclins à s'orienter
vers des plantations d'indigo et aussi de café. Et c'était des cultures généralement abandonnées ou négligées par les Blancs qui les cultivaient, mais pas avec autant d'intensité que le sucre, et on les abandonnait volontiers aux mulâtres et affranchis. Non, ni le café, ni l'indigo, ni les cacaoyères qui connaîtront les cacaoyères, ou le cacao connaîtra le même destin que ces deux autres denrées. Mais le cacao, après le café, survivra dans l'économie, et jusqu'à présent. Et peut-être aujourd'hui, avec la mondialisation, l'indigo tend à disparaître. Je ne vois plus l'indigo dans l'univers et dans l'environnement domestique et proprement économique d'Haïti. Le système de plantation en question est extrêmement organisé. C'est un système, évidemment, qui se trouve entre les mains d'un propriétaire qui est absent, mais le système des plantations est entre les mains des procureurs, des régisseurs, et est extrêmement organisé avec un certain nombre d'esclaves qui sont maçons, charpentiers, forgerons, et il y en a qui s'occupent des moulins, il y en a qui sont des caboutiers. Le mode de fonctionnement du système de plantation, c'est comme un système de concentration à ciel ouvert. Parce que les esclaves doivent travailler du matin au soir sous les ordres d'un commandeur. Le commandeur peut être noir, mais très souvent, on préfère que ce commandeur soit blanc, parce qu'il travaille avec le fouet et il doit veiller à ce que l'esclave travaille dur, sans s'arrêter. On lui donne évidemment de quoi se vêtir, un petit peu de quoi se nourrir, on lui donne quelques parcelles de terre, et le soir il rentre dans des cases à nègres, et là il est parqué, et il ne peut rien faire. On lui donne. Alors pour justifier le système, on fait comme si on l'introduisait dans la civilisation occidentale, c'est-à-dire à travers le christianisme. Donc il est baptisé et il reçoit quelques éléments du christianisme. Parfois c'est le commandeur lui-même qui fait le catéchisme et pour l'esclave, mais en général les esclaves sont extrêmement cadrés pour qu'ils ne prennent pas la fuite, pour qu'ils puissent respecter les maîtres, c'est-à-dire les gens qui dirigent le système de plantation. Et dans cette affaire, la hiérarchie raciale est une hiérarchie extrêmement stricte. Les femmes aussi travaillent exactement comme les hommes, c'est des biens meubles. Et parce que pour fonctionner comme esclaves, ils sont déportés comme captifs, mais ils sont produits comme esclaves. Ils sont étampés comme n'importe quelle bête de somme, et ils deviennent des biens meubles, et ils sont au service, ils sont au travail, et ils ne peuvent pas bouger. Alors c'est ce système qui va permettre le développement, déjà à l'avance, du capitalisme moderne. C'est parce que c'est déjà extrêmement organisé, le mode du travail dans le système de plantation, et évidemment, nous supposons que cela va avoir des conséquences considérables sur la vie quotidienne. Le système est tellement dur que ce soit les femmes ou les hommes, personne n'accepte réellement la condition d'esclave, et ce qui caractérise le système de plantation, c'est d'abord le refus de l'esclave de se soumettre au maître, et donc sa volonté de reprendre sa dignité humaine, et cela a un sens très fort dans l'histoire, à mon avis, de l'humanité, dans l'histoire des droits humains. Et pour les esclaves, ce sera tellement dur qu'ils vont essayer de s'échapper par tous les moyens. Et il y a chez l'esclave une propension continuelle à prendre la fuite. Ils prennent la fuite vers les montagnes, vers des lieux inaccessibles. On dit qu'ils marronnent. C'est la pratique du marronnage qui caractérise un peu la vie des plantations. Parce qu'aucun esclave
n'accepte vraiment sa condition d'esclave. Il veut sortir de là parce que c'est une humiliation, c'est la déconstruction totale de sa personnalité. Il n'est plus rien, il est censé oublier sa famille. On fait comme si il n'avait plus de père ni de mère et qu'il est livré à lui-même. On ne sait pas à quel... Et on le détache de son ethnie, de son lignage, de sa famille. Et l'esclave va essayer de se reconstruire à travers les pratiques dites de marronage. Il va prendre la fuite et c'est peu à peu qu'il va organiser lui-même des systèmes d'empoisonnement des maîtres. Les esclaves vont se libérer progressivement. D'abord, ils vont essayer de se retrouver. Ils utilisent d'abord toutes les fêtes. Les fêtes sont souvent des fêtes religieuses. Surtout le système catholique, que ce soit en Espagne, Portugal ou la France, c'est le système catholique avec les fêtes qui est dominant, qui est le système culturel dominant auquel adhèrent en principe seulement les maîtres et ceux qui dirigent le système. Et les esclaves vont accepter d'entrer dans l'église, vont utiliser les confréries qui existent dans les églises catholiques et ils vont faire comme s'ils s'appropriaient le christianisme. En fait, ils vont utiliser, par exemple, le culte des saints comme paravent pour reprendre l'ensemble des divinités africaines auxquelles ils étaient attachés auparavant. Et peu à peu, ils vont se reconstruire une culture. Le vaudou va naître ainsi. Ils ont, les esclaves, les dimanches soirs, ils ont un moment de danse qu'on appelle les kalendas. Et ces kalendas, ce sont des occasions qui vont permettre aux esclaves de se retrouver, de danser et de pratiquer le vaudou en particulier, c'est-à-dire les cultes africains. Ces cultes vont donner de la force, de la solidarité aux esclaves et vont renforcer leur capacité de lutte. Et c'est ce qui va permettre que peu à peu, les esclaves vont de temps en temps se retrouver ensemble, et que ce soit dans les camps marrons ou à l'occasion des fêtes des kalendas, et là, ils vont fomenter un certain nombre de révoltes. C'est pour cette raison que le système de plantation est un système qui est marqué par un certain nombre de lois, de règles, pour empêcher que l'esclave puisse se révolter. Mais l'esclave va se révolter et on aboutira à un certain moment à l'une des plus grandes révoltes. Ce système a commencé à être affecté par les mouvements sociaux bien avant la grande insurrection du 22 août 1791. Le mouvement des couches privilégiées, les planteurs blancs et les affranchis, les colons affranchis surtout, eh bien, il y avait déjà des secousses qui minaient cette économie plantationnaire et qui mettaient quasiment fin à la traite. On ne pouvait plus, les propriétaires ne pouvaient plus se risquer et les responsables de la traite négrière ne pouvaient plus se risquer à rafler des nègres venus d'Afrique, des captifs, pour les amener vers Saint-Domingue. Saint-Domingue était en feu. Et les activités économiques, si l'on accepte quelques rares expériences dans le sud, dans la zone du cul-de-sac, dans l'ouest, eh bien, c'était quasiment la fin de toute activité économique et des planteurs, beaucoup, partaient pour Cuba, pour la Nouvelle-Orléans et même pour Paris. Et c'était déjà l'annonce de la fin de l'économie plantationnaire qui allait recevoir un coup terrifiant avec la grande secousse du 22 août 1991. N'oublions pas, c'est d'abord destruction, c'est le mot d'ordre, destruction et massacre. Massacre des exploiteurs et ensuite destruction de tout ce qui rappelait l'exploitation esclavagiste. Et aussi l'inclination des esclaves à vouloir absolument se dresser
contre toute tentative de maintien de l'expérience plantationnaire. Et ce qui va justement affecter, nuire énormément au projet louverturien, au projet de Dessalines et de Christophe. D'abord, la Révolution, dans son parcours pour la conquête de la liberté, et les guerres d'indépendance pour la conquête de cette indépendance. N'oublions pas le mot d'ordre de Toussaint, qui va être aussi le mot d'ordre de Dessalines. Ça va, la tactique de la terre brûlée, brûler tout, vous voyez bien ce que je vous dis, liberté ou la mort. Et c'est avant tout la destruction de tout ce qui existait pour se défendre contre la volonté de la France napoléonienne de rétablir l'esclavage. Une des plus grandes révoltes qui aura lieu, ce sera la révolte qui a eu lieu à Saint-Domingue le 23 août 1791, où tous les esclaves vont enfin, par plusieurs centaines, s'entendre, d'ailleurs au cours d'une des cérémonies du dimanche soir, ils vont s'entendre pour incendier l'ensemble des plantations. Mais pour que cela soit possible, il a fallu que les idées de la Révolution française, d'égalité, de liberté, arrivent à Saint-Domingue, même si on les empêchait d'arriver, mais en particulier, comme c'est un système fondé essentiellement sur une hiérarchie raciale, il y a d'abord les Blancs qui sont... je suppose qu'il faut imaginer que les Blancs, c'est le plus petit nombre. Ensuite, après, il y a les mulâtres, ceux qui sont nés dans l'île de Noirs et de Blancs, et puis la masse des esclaves. Et en 1789 et 1791, Saint-Domingue est la colonie française la plus prospère, à 500 000 hommes, mais un petit nombre de Blancs et moyennement des mulâtres. Et les mulâtres ne sont pas reconnus à l'égal en égalité avec les Blancs. Ce sont les premiers à se révolter sous les idées de la Révolution française. Mais évidemment, leur révolte a été matée en 1790 par les Blancs qui voulaient conserver la structure raciale de la colonie pour être sûr qu'elle puisse durer le plus longtemps possible. Et évidemment, les esclaves, eux, vont tout de suite après l'échec de la protestation, de la révolte des mulâtres, ils vont à ce moment-là organiser la protestation. Et il y aura d'ailleurs des mulâtres, des affranchis qui s'introduiront dans le groupe, dans la masse des esclaves. Et ce sera probablement l'une des plus grandes révoltes réussies dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'esclavage dans le monde. Et on notera qu'après l'indépendance, le sucre en tant qu'activité économique tendit à baisser. Et le café prend une place de plus en plus prééminente. Et le café va survivre jusqu'à la fin des Duvalier. Tandis que l'indigo survivra aussi, mais de manière moins évidente que le café. L'indigo va compter surtout dans la structure proprement interne et ça ne va pas être exporté, mais dans les milieux urbains, on consommait beaucoup l'indigo comme, justement, pas comme plante tinctoriale, mais plutôt servait à pour la lessive. Et pendant longtemps, on a utilisé l'indigo pour ce genre d'activité domestique. Les légendes autour du roi Christophe, les légendes d'un passé colonial et aussi le récit des lettrés haïtiens et les récits de Madiou, d'Ardouin, de Saint-Rémy-des-Cailles et d'autres historiens, le travail de Vergniaud-Lecomte sur Christophe et les travaux de Madiou qui, à partir des dispositions de Christophe, exprimant une volonté de préserver l'économie plantationnaire, seule base, tout comme Dessalines,
du raffermissement de l'indépendance politique. Bon, naturellement, c'est très difficile pour l'ensemble des pays de l'Europe d'assumer qu'ils avaient participé à ce qu'on reconnaît comme étant un crime de l'humanité, 12 à 15 millions d'hommes déportés vers les Amériques, et d'abord parce qu'ils sont noirs. Et là, cela va entraîner en Europe des pratiques de racisme vis-à-vis des Noirs. Ils vont essayer davantage de théoriser que les Noirs méritaient ce qu'ils avaient là, ce qu'ils ont souffert, parce que c'est une manière pour eux, peu à peu, de se civiliser. Ils étaient barbares, ils n'étaient pas chrétiens, ils vont devenir chrétiens, ils vont devenir hommes davantage, et donc progressivement, ça se comprend, ils vont être assimilés culturellement, et c'est cette théorie-là, qui est une théorie raciale et raciste, qui va être développée en Europe. Mais évidemment, les traces de l'esclavage, on en parlera peu dans les manuels d'histoire en Europe, et on ne le saura pas. Il a fallu que l'UNESCO, dans les années 1994, lance le projet de la route de l'esclave, qui permettait de relancer les recherches sur l'esclavage. La route de l'esclave, c'est un projet relevant d'un travail de mémoire et connecté à des résolutions arrêtées depuis plus de 30 ans et au Bénin et coiffé par l'UNESCO et engageant plusieurs États, dont les sociétés ont subi l'exploitation coloniale et esclavagiste, mais les puissances aussi, qui ont été impliquées dans cette exploitation et qui en ont tiré profit. Il y a deux aspects dans la Révolution haïtienne et dans l'histoire coloniale. D'abord, Saint-Domingue, avant la Révolution, pouvait être projeté et même perçu et admis par la plupart des observateurs comme constat, comme la référence fondamentale du modèle colonial esclavagiste de l'économie plantationnaire. Et les vestiges, tant au niveau du patrimoine bâti, système défensif, les travaux de larnage, le fort Picolet et près de la montagne Picolet, les grands travaux de larnage en 1746 et d'autres intendants, les grands travaux au Môle Saint-Nicolas pour le système défensif, c'était le ventre mou de l'époque coloniale, et surtout, ils s'étaient évertués, ces gouverneurs et intendants, à établir ce système défensif pour protéger les grandes habitations coloniales, les richesses coloniales, l'économie plantationnaire. Et toute cette prospérité a laissé des traces et Saint-Domingue constitue une référence par rapport à cette histoire coloniale et par rapport à ce modèle plantationnaire. Vous voyez? Et ensuite, il y aura les artefacts de la Révolution, les grands travaux sous Dessalines, continués par Christophe et aussi maintenus par Pétion. Vous voyez, les forts et tout, c'est des artefacts. Le lieu patrimonial en termes de système défensif, le plus important qui se dégrade, c'est le système défensif établi à l'époque coloniale au Môle Saint-Nicolas. Vous voyez, on recourait au savoir-faire et à la capacité de travail des nègres de Gorée, et qui plaisait beaucoup au gouverneur de Larnage. Et par la suite, certaines habitations sont restées, notamment dans la zone plutôt du Haut du Cap. Toutes les structures sont restées, des glaireaux et tout, et l'habitation Balan et d'autres. Dans le cas d'Haïti, nous sommes en train de reprendre tous les sites de mémoire, toutes les traces de mémoire de l'esclavage, parce que c'est ce qui permettrait aux Haïtiens de retrouver leur dignité après des siècles d'oubli, que ce soit du côté
de l'Europe, des siècles d'oubli et de dictature que nous avons connues, parce que Haïti a une situation particulière. Après la création de l'État haïtien, la France a imposé une dette à Haïti. Haïti a passé presque un siècle à produire, à travailler pour honorer cette dette, et c'est ce qui explique la misère actuelle d'Haïti et comment les élites n'ont pas été non plus suffisamment préparées pour se reprendre et pour permettre le développement de ce pays. Mais actuellement, il y a eu un travail considérable en vue de la création d'un musée de l'esclavage qui permettrait que le monde entier connaisse ce qui s'est passé en Haïti, qui permettrait un développement de la solidarité entre les peuples qui ont connu l'esclavage et les peuples qui ont été non seulement victimes, mais qui ont été les bourreaux dans cette histoire-là. Il y a eu Taubira en 2001, la loi Taubira en France, qui a porté l'ensemble des parlementaires français à reconnaître qu'il y a eu l'esclavage comme crime contre l'humanité. Alors, il y a eu un développement nouveau des recherches sur l'esclavage, mais on est qu'au début. Eh bien, c'est tout ce travail de mémoire qui doit s'effectuer avec l'ensemble des institutions et d'autres archéologues et qui devront restituer cette mémoire-là et ne pas l'abandonner uniquement à la mémoire collective, mais surtout transformer cette mémoire en une mémoire académique, en une mémoire travaillée, objectivée et éducable, c'est-à-dire éducable dans la mesure où c'est un projet pédagogique.